Regardez, faut quand même dire un petit mot. Je vais vous dire que vous êtes merveilleux. Non, vraiment, vous êtes absolument merveilleux. C'est, comme disait Lamartine, nous faisons ensemble la plus belle des poésies. Et n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tu savais pas que Lamartine avait dit ça? Il a dit ça en 1848. Nous faisons ensemble la plus belle des poésies. Attends, on va vérifier. Oui, c'est pour ça que je demande quel jour. En février 48, au moment de la Révolution. Ça se Au précise. moment où il a évité le drapeau rouge au profit du drapeau tricolore, et il a dit aux révolutionnaires, nous faisons ensemble la plus belle des poésies, mais c'est pas possible que Jean-Marc Thomas sache pas ça. Il se moque de moi. C'est pas bon pour la poésie, ça veut dire que la politique est mieux que la politique. C'était un peu dans quoi il a versé d'ailleurs. Nous sommes d'accord. Dans quoi il a versé. Et voilà, simplement, c'est la dernière de l'année civile, mais nous reprenons à la rentrée vaillamment. À la rentrée vaillamment. Merci aussi à tous ceux qui reçoivent chez eux et qui n'hésitent pas à se reproposer. Et voilà. Et pour, en fait, je crois que c'est l'heure qui vient pour la première fois, et peut-être vous, monsieur, vous êtes... Non, Luc était là la semaine dernière. C'est la deuxième fois. C'est moi qui ai manqué. Alors, pour l'heure en particulier... un résumé des épisodes précédents. Bien entendu. Je varie... Il fait pas mal pour les autres aussi, parce qu'en fait... Je varie les résumés, et... Oui, c'est ça qui est très chouette. Voilà, parfois je les fais un peu philosophiquant, parfois un petit peu... Là, je vais essayer, justement, en l'honneur de la plasticienne, je vais essayer d'être un peu plus plastique que philosophique. Et donc c'est 5 tomes. Il y a le tome de Savoie et le tome de... donc c'est 5 tomes que Thierry a la folie de travailler, d'éditer avec moi. Et 3 ont été publiés de façon inachevée. Et donc on a à la fois presque terminé le travail de réécriture et de perfectionnement des éléments, cette traduction un peu work in progress des 3 premiers tomes. Et puis il nous reste à terminer les 2 derniers, qui sont les 2 plus gros, les 2 plus ambitieux. Ces 5 tomes racontent quelque chose comme une histoire à l'envers du monde, et en particulier du monde tel qu'il a été pris en charge par l'aventure de l'Occident, qu'on appelle l'Occident, ou Rome. Si on la nomme depuis son début, on va dire Rome. Si on la nomme depuis sa fin, on va dire l'Occident. Et surtout, cette histoire, dans le fond, il n'est pas si important que ça, que ce soit l'Occident. Ce qui est le plus important, c'est que quelque chose s'est fait dans l'histoire humaine vraiment contre une instabilité et un dépassement imposé au monde par une forme d'intelligence totalement inassimilable. J'ai bien dit inassimilable, et comme on dit en hébreu, Amaskil Yavin, l'intelligent comprendra. Et cette intelligence inassimilable, je l'ai fait figurer tout naturellement dans un bâton, puisque tout simplement depuis la première apparition du bâton dans le texte de la Torah, le bâton est justement la marque de cette intelligence inassimilable qu'on appelle la prophétie, qu'on appelle l'excès d'intellect, qui à la fois fertilise immensément et en même temps dérange immensément le monde. Ce monde, je l'ai représenté dans un élément, donc je l'ai représenté plus en poète qu'en théoricien, dans un élément qui est la tourbe. Pas pour rien, parce que tourbe, en latin, ça veut dire la foule, mais une foule chaotique et informe, par opposition au populus, au peuple. Et parce que la tourbe est une matière extrêmement, tout à fait fascinante, pas seulement pour les amateurs de whisky, mais aussi parce qu'elle est cette espèce de tissu spongieux qui recouvre le sol, qui est donc comme une espèce de grand parasite, comme la mousse ou comme le lichen peuvent être aussi
des espèces de surface sur une surface, et que ça m'offrait peut-être la plus évidente métaphore d'une habitation de l'homme par la terre, d'une habitation de la terre par l'homme, qui soit justement une espèce d'habitation en surface qui ne touche jamais véritablement terre. Et pourquoi ça ne touche pas terre ? Parce que, d'une certaine manière, des fictions font une espèce de tampon et d'obstacle à la découverte du sol. Et ces fictions sont celles de la culture. Sont celles des cultures, sont celles de l'histoire, sont celles des éternels mouvements, des mots d'ordre qui ont dessiné les civilisations. Et ça marche très bien avec la tourbière, parce que dans la tourbière, les couches supérieures de la tourbière se nourrissent dans un espace qui est saturé en eau, mais qui a très peu d'éléments nutritifs, des couches inférieures. Et du même coup, cette dévoration de la culture par elle-même et l'immense organisation rituelle de cette auto-dévoration pourrait bien remplir la totalité des annales de la culture, à moins que, justement, l'objet de plus, cet objet que je matérialise dans le bâton, qui dérange ce bain culturel, ne venait le contrarier. Donc ça, c'est la métaphore initiale. Et ensuite, les 5 tomes se distribuent en 5 variations sur le même thème. La première étant la variation de l'histoire, la deuxième étant la variation, en gros, du narcissisme contemporain, la troisième étant une variation sur la comédie de la collapsologie, la divine comédie de la collapsologie qu'on est en train de nous enseigner aujourd'hui, et puis la quatrième à la cinquième, celle du paganisme et celle de l'étude juive. Et on est ici, alors, dans le premier tome qui parle de l'histoire, j'ai mis en relation une famille de l'an 1000 qui ressemble, transposée en Allemagne, beaucoup à la famille des patriarches bibliques. Il y a un personnage qui ressemble beaucoup à Abraham, qui s'appelle Hans von den Rose. Et il y a 2 garçons qui ressemblent beaucoup à Jacob et Ésaü, qu'on a beaucoup oublié dans le monde contemporain, parce que qui lit la Bible, mais que les Juifs, eux, sont loin d'oublier, parce que Jacob et Ésaü, c'est, dans la lecture qu'en font les maîtres talmudiques, c'est la représentation, justement, comme par hasard, d'Israël d'un côté et de Rome de l'autre, Édom. C'est le surnom d'Ésaü. Et dans mon récit, ces 2 fils sont les fils d'un homme exceptionnel. Généralement, quand on est le fils d'un homme exceptionnel, on est un raté. Et l'extraordinaire, c'est qu'il existe des fils d'hommes exceptionnels qui soient des hommes exceptionnels. Mais les 2 le sont, chacun à leur façon, sauf que l'un le fait d'une certaine manière dans la voie de son père, c'est-à-dire en vérité dans la plus grande rupture possible avec son père, parce qu'il le fait à partir de son propre intellect et de sa propre passion de l'intelligence, qui lui fait inventer des choses qui sont radicalement autres que ce que son père avait inventé. Tandis que l'autre est un adorateur de son père. Le Talmud raconte que le père d'Ésaü avait inventé le maaser, le prélèvement de la dîme, et Ésaü venait tanner son père en disant la dîme de ceci, la dîme de cela, la dîme des fruits, la dîme des animaux, etc. Papa, comment on prélève la dîme du sel, comment on prélève la dîme de la paille? Et on ne prélève pas la dîme du sel et de la paille. C'est-à-dire qu'il en pousse, c'est un dogmatique, quoi. Il n'y a rien de mieux qu'un dogmatique pour créer une culture, justement. Et ce personnage-là, donc, va inventer l'Empire. Tandis que l'autre va inventer son monde à côté de l'Empire. Et qui sera toujours, d'une certaine manière, un intrus dans l'Empire, un étranger dans l'Empire. Et ça, c'est Jacob. Et ça, c'est, dans ma distribution des 2 frères, c'est Elias, qui est ma transposition de Jacob, et opposé à son frère Herman, qui est la transposition d'Ésaü. Herman va voler à Elias le bâton qu'Elias aura reçu de plein droit, parce qu'il sera l'homme en possession de la plus haute capacité de
ce dépassement dont je parle avec l'objet de plus, et va tuer son frère. Simplement, son frère, précipité d'un coup de ce bâton dans un glacier, parce qu'entre-temps, ils seront déplacés d'Allemagne en Suisse, son frère ne mourra pas vraiment, parce que sa plaie béante sera soignée par la terre dans laquelle lui, il descend, et qui, miraculeusement, panse ses plaies et le conserve pendant 1000 ans dans une chambre dans le ventre de la terre. Tandis que, parallèlement à cela, le frère qui aura saisi le bâton et volé le bâton, et qui se le sera attribué, non plus à des fins de révélation ou d'intellection ou de création, mais à des fins de puissance, lui croupira dans ce bâton qui le dévorera, qui le fera terriblement souffrir, parce que rien n'est plus insupportable à la culture et à la puissance que son propre dépassement, mais qu'il va malgré tout conserver dans la main, parce qu'avec ce bâton-là, il a l'outil même du dépassement, et donc il a la capacité de sécréter les mots d'ordre qu'il va imposer successivement à la culture qu'il va administrer pendant 1000 ans, depuis sa grotte de Sion, donc à la tourbière qu'il va administrer, la tourbière des hommes, dont il va administrer l'aventure à travers les siècles. Et il y a des mots d'ordre comme ça, de vie d'homme en vie d'homme, il énonce comme ça une espèce de loi. Et la dernière en date dira en 1945, deuxième temps du récit, je commande le mois pour la vie à venir, d'où le tome 2. Parce que, effectivement, à cette scène de l'an 1000 est mise vis-à-vis de cette scène de l'an 1000 est mise en opposition une scène en 1945, le 7 mai 1945, dans un château en Écosse, château de Mount Stuart sur l'île de Bute, où un marquis et par ailleurs immense compositeur, qui s'appelle Ian Stuart Bute, il faut écouter les symphonies de Sibelius pour comprendre la musique qu'il a composée, parce que c'est Sibelius, mais que j'ai transposé là-bas, reçoit dans son château Churchill et Tolkien. Pourquoi ces deux-là ? Parce qu'ils sont tous les trois, le musicien, l'homme politique et l'écrivain, des extraordinaires témoins, justement, de la grande histoire, de la haute histoire, de l'histoire mythique, de l'Europe mythique, le British Empire, de l'Inde, etc. Et justement, ils sont conviés dans ce château pour entendre l'exécution d'une symphonie, la 8e, brûlée après par son compositeur, qui exprime, par la génialité de la musique propre, quelque chose de ce secret de la tourbière qu'il a d'une certaine manière découvert dans sa sensibilité. Et des choses se passent, et là je ne vais pas tout raconter, mais plein de choses se passent, et en gros ils finissent par découvrir ce secret, et ça les bouleverse. Ça rend malade Tolkien, ça rend malade Churchill. Churchill a décidé de ne pas s'arrêter là. Il va saluer la foule le lendemain à Buckingham Palace pour dire bye bye, on a gagné la guerre, mais après ça, il va s'occuper de la tour. Et elle a qu'à voir voilà, il va s'y mettre, quoi. Et la première partie du tome 1, c'était close ici. Et puis, on rentrait dans une deuxième partie, qui est une partie distincte du point de vue de la narration. C'est un autre personnage qui apparaissait, et c'était au point qu'il était lui-même le narrateur de son histoire. Il s'appelait Fabrizio. Ce Fabrizio est un jeune jésuite d'origine juive qui était assez mystérieusement entraîné dans la vie du jésuite. Et j'ai raconté dans les 2 lectures précédentes comment ce jeune homme a été formé d'une part à la géologie, parce que les jésuites étaient souvent aussi des très brillants savants. Et donc comment il a été incité à devenir un brillant savant, et particulièrement en matière de géologie. Pourquoi la géologie, comme c'est bizarre, dans un livre qui s'appelle « La guerre de la terre et des hommes », et qui en même temps est un jésuite, et qui a pérégriné, qui a toujours une espèce de sentiment d'immense étrangeté qui lui vient, pour le dire brutalement, de sa juiverie native, et qui
et qui le fait interroger ses supérieurs. Et puis au début, il interroge, il raconte ses tourments intérieurs, et puis progressivement, on le dirige de plus en plus vers une mission qu'on lui confie. Et c'est cette mission qui va s'accomplir aujourd'hui. On l'a traîné dans une auberge de Suisse, dans une ville qui s'appelle Sion, dans le Valais. Sion, c'est étonnant, mais Sion dans le Valais. Et il y a là-bas une auberge du Lion d'Or, et dans cette auberge du Lion d'Or, il rencontre le général des Jésuites, himself, Vladimir Ledoshovski, le père Gonzague de Maupoulablège, histoire d'avoir un aristo dans la bande, et ils lui disent, maintenant mon coco, tu vas faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire que tu vas aller, tu vas voir, il y a un couloir qui va t'amener dans la grotte d'Hermann. Et donc il est le petit Youpin envoyé en expédition dans la grotte d'Hermann pour rencontrer le monstre en train de dépérir dans sa grotte, mais en même temps en train de diriger le monde. Et donc voilà les 2 chapitres que je vais lire aujourd'hui. Sauf que, pourquoi j'ai dit 2 chapitres ? Parce que ça sera le chapitre 5, la rencontre avec Hermann. Mais le chapitre 4 va être une digression. C'est-à-dire qu'au moment de rentrer, il se souvient, il a un souvenir qui lui revient, d'une rencontre qu'il avait faite quelques jours plus tôt, je ne sais plus si c'est quelques jours ou quelques mois plus tôt, je crois que c'est quelques jours plus tôt, avec un pauvre petit intellectuel juif allemand qui essayait de partir rapidement, puisqu'on est en 1940, là ça se passe en 40, j'ai oublié de le dire, qui essayait de partir rapidement de France pour aller en Espagne, et puis à qui il va arriver malheur, et qui s'appelle Walter Benjamin. Voilà. Il y avait quelque chose que le pape noir ne savait pas, tout extra lucide qu'il fut. J'en étais sûr parce que je me défiais des grands mots et ne délaissais plus les petits mots. J'avais appris, la veille, à les chérir. C'était le 5 janvier 1940, le lendemain de ma visite au provincial. Le dernier jour de ma régence, c'est un terme de la formation des jésuites. Voué par ma vocation aux entraînements sportifs de l'intelligence, j'étais allé rue de Richelieu. Juste avant d'arriver à la bibliothèque, une belle Panhard Levasseur qui roulait comme une folle faillit me renverser. Mais enfin, me dis-je, je suis vivant. Une seconde avant, ce n'était pas sûr. À cet instant, je fus au bord de tout abandonner, de laisser là ma soutane et de me perdre. J'eus envie de visiter l'intérieur de la terre, conséquence d'une peur immense née de l'accident évité ou d'autre chose. J'entrai dans la bibliothèque. Il commença, en m'annonçant avec un petit accent allemand pointu et distingué, « Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. Qu'en pensez-vous, mon père ?» Il sortit une cigarette. Après avoir regardé un peu comiquement à droite et à gauche pour vérifier qu'il n'y avait personne autour de nous, il l'alluma. Après avoir tout sauté, il reprit « Nous autres savants allemands, nous avons l'esprit tellement embrumé par notre langue baroque dans le meilleur des cas, que nous sommes obligés de réalimenter la fumée, sans quoi nous y voyons trop clair et nous perdons tout moyen de continuer à penser. » Il rit. Je fus un peu interloqué. Je me demandais pourquoi il se mettait à réciter du Molière. Oui, bien sûr, j'avais tout de suite reconnu le Don Juan de Molière et cette histoire de tabac qui m'avait troublé quand j'avais lu la pièce au petit séminaire. J'avais eu l'impression que Don Juan, dont la lecture me hantait depuis lors, est en son fond une pièce contre les jésuites. C'était donc une coïncidence frappante. En même temps, dans une bibliothèque coexistent les livres et ceux qui les lisent. Vous êtes un père jésuite. Vous n'avez pas de bouton à votre soutane et votre ceinturon militaire me fait penser que vous appartenez à la compagnie des soldats de la plus grande gloire de Dieu. Vous êtes très cultivé, ai-je répondu. Il s'agit seulement d'attention. Nous autres, pour peu que ce nous ait un sens, la réalité nous oblige à être attentifs et observateurs, tandis que la plupart des gens peuvent tranquillement suivre le cours où ils sont entraînés comme des gouttes d'eau dans une rivière. Il en est de certains hommes comme de l'huile, n'est-ce pas, qui ne se dissolvent pas dans l'eau. Pensez-vous que c'est pour cette raison qu'on les trouve huileux et salissants ? Ses yeux jetèrent une lumière profondément énigmatique. Ils étaient là cerclés de lunettes rondes qui semblaient un accessoire de clown triste, posé là sur son grand front surmonté de sa crinière grisâtre. Il m'évoquait la poussière, mais non une poussière sale, celle des livres qu'on avait trop tournés et retournés entre ses mains, au point que la frontière entre l'esprit des uns, des autres et le sien, entre les paroles lues et les paroles pensées, avait muté en une sorte de nuage pulvérulent où la différence du livre, de l'homme et de la poussière elle-même était abolie. Cette poussière grise
Guère plus reluisante que son velours râpé et sa veste molle, paraissait briller et le parer comme une chasuble. Vous êtes un père jésuite, donc vous avez toujours été poli avec les forts, avec les huiles. Vous ne me pardonnerez pas ces jeux de mots alors que le français n'est pas ma langue. Vous m'avouerez que c'est un comble. Il venait d'appuyer là où ma plaie s'était infectée. C'est exactement de cela que je souffrais. Mais en même temps, vous travaillez. Vous êtes à la bibliothèque. C'est très important. Étudier est un geste aussi primitif pour ce que j'appelle un homme que bouger pour un animal ou pousser pour une plante. Sans doute est-ce ce qui nous rend comparables. Vous et moi, nous sommes de ceux qui étudient. J'appelle cela seul l'espèce humaine. Vu ce qui nous entoure, cela fait de nous des semblables au moment où nous parlons. Nous ne pouvons plus nous rattacher à ces instants. Ce que nous serons en sortant, ce qu'on nous fera n'aura plus de sens dans cette salle, dans ces boiseries, dans cette forêt de livres. Après, eh bien, nous bifurquerons, n'est-ce pas? Si je différais de vous devant les fauves du dehors, je me trahirais moi-même, je condamnerais mon travail, répondis-je. Vous me faites chaud au cœur, dit l'homme avec un fin sourire. Nous travaillons, mais nous n'y gagnons pas le repos. Des angoisses, oui. Des factures qui se payent parfois avec de l'argent et parfois avec notre propre corps. Comment dites-vous déjà dans votre jargon? Ah oui, le martyr. Si vous en avez l'obligeance, nous nous accorderons à ne pas nous en étonner, afin d'évacuer les choses inutiles de notre conversation. N'est-ce pas? Nous avons, vous et moi, profondément compliqué la vie aux tigres et aux assassins. Si vous me permettez cette petite mesquinerie, moi plus profondément que vous, mais vous plus bruyamment que moi. En tout cas, nous les avons dérangés. Qu'ils s'énervent. Pourquoi s'en étonner? Nous ne sommes pas d'ici, ou pour le dire comme votre évangile, nous ne sommes pas du monde, ce qui me paraît faux, mon cher, dans une mesure extrêmement ténue mais essentielle. Quel étrange petit monsieur. Ses yeux brillants, sa politesse exquise, m'entraînaient irrésistiblement dans sa fascination. Je devinais dans la douceur de sa voix la complexité extraordinaire d'une pensée, comme un long ruban de mots qu'on aurait patiemment enturbané pour y sceller des volutes byzantines. Ces choses aériennes et subtiles, gestes dansés dans l'intimité d'une idée, réseaux de vérités qui se font face d'un livre à l'autre et se conservent dans une mémoire, tout cela à l'époque des nations déchaînées n'avait plus lieu d'être. Il disait vrai. Quand nous sortirons de cette salle, vous et moi, il nous faudra nous rappeler le calendrier, menteur et inexorable. Le calendrier, oui, j'y retournai. Il me tendit la main et me dit « Enchanté de vous connaître. Je m'appelle Walter Benjamin à la française. Je suis honorablement connu dans cette bibliothèque où je passe la totalité de mes journées depuis que Paris s'est assombri. Je n'ai pas eu le plaisir de vous y rencontrer auparavant. Non, je ne suis que de passage ici. En mission, je vois. Vous êtes français pourtant. Mon père est italien, mais je ne l'ai presque jamais vu et j'ai été élevé en France. Et votre mère? J'ignore qui est ma mère. Vous voilà donc un merveilleux candidat pour le service qui est le vôtre. Quel est votre nom, mon père? Je m'appelle Fabrizio. Je préfère ne pas vous donner mon nom. Je me suis rendu compte, il y a très peu de temps, que mon nom mentait, qu'on s'était joué de moi. Ah, nous voilà bien. Un homme qui porte un nom qui ne veut plus de son corps et un homme qui porte un corps qui ne veut plus de son nom. Il fallait que nous nous rencontrions. Il s'assit en face de moi sur une chaise qu'il avait soulevée avec d'infinies précautions pour ne pas racler le plancher. Pourtant, nous étions seuls dans cette immense salle de lecture. Vous ne savez pas l'importance de ce que vous m'offrez, mon jeune père, poursuivit Benjamin. Vous voyez, alors que je ne suis pas catholique, je vais jusqu'à vous appeler mon père avec autant de confiance que je pourrais appeler mon père l'une des idoles de mon Vaterland, de ma patrie, que sais-je, quelque Odin, quelque Balder ou quelque Thor. Ou bien Goethe, suggérai-je. Goethe, non. Goethe n'a rien à voir avec la patrie. Fichte, oui. Reden an die deutsche Nation. Parole à la nation allemande, discours à la nation allemande. Hegel, oui, Herder, même Hermann Cohen, quand il écrit sous la dictée hypnotique de monsieur le pasteur Immanuel Kant. Les Juifs de France, d'Angleterre et de Russie sont liés par un devoir de piété à l'égard de l'Allemagne, car c'est la mère patrie, Mutterland de leur âme, si toutefois la religion est leur âme. Tout de même, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour voir la tête qu'ils feraient aujourd'hui, même si c'est un peu vulgaire. Goethe, non. Obéissant, mais pas fervent. Il me prit par l'épaule et m'amena devant sa chaise. Je découvris un étrange jardin d'écriture, comme ces miniatures que font les Japonais avec leurs arbres nains. Un jardin sur un plan composé seulement de petites bandes de papier de couleurs différentes, couvertes d'une écriture régulière.
Je l'imaginais la veille dans quelques mansardes découpant durant la nuit de grandes feuilles acquises chez un papetier avec quelques palabres explicatives pour associer le commerçant à l'ouvrage, on parle à qui l'on peut, puis réveillé de bon matin partant avec un grand livre, entre 2 pages duquel il avait soigneusement étalé, telles des momies, ces lignes à écrire. C'est maintenant que j'imagine tout cela, bien sûr. Notre rencontre fut brève et si précieuse qu'elle me paraît avoir suspendu le temps. Voilà. Ces lambeaux sont mon dernier chef-d'œuvre. Ils sont la réplique d'un petit florilège que j'avais tenté d'opposer à la grande folie des nations. Cela s'appelait « Allemand », avec un S. Une anthologie de textes de la grandeur allemande, d'une Allemagne qui, croyais-je, sinon empêchait, du moins conjurait le fascisme. Et voilà, mon ouvrage de petit homme n'a été qu'un ouvrage de petit homme. De quoi s'agit-il, demandai-je. De vous répondre. C'est bien de cela que vous m'offrez, mon enfant. Puis-je vous appeler un enfant? Cela me réconforte. Je me voyais finir en parlant à un mur et je découvre un homme, un dernier homme sur mon chemin. Je quitte Paris demain, il faut bien. Mais je voulais finir mon séjour ainsi, en rendant en somme cet hommage ultime à notre cher Proust. Pourquoi je dis Proust? Proust. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Il me laissa le temps de comprendre, puis prononça de façon gourmande en accentuant le « e » si angevin, Paperolles. Oui, ces bandes de textes que Proust découpait pour corriger sa recherche interminable du temps perdu. Moi, ce ne sont pas mes textes ou ma vie que j'ai découpés là. Ce sont les textes des autres que j'ai recopiés. J'ai toujours désiré écrire un livre entièrement fait de citations. Si la plus grande gloire de Dieu m'avait prêté la vie, j'aurais peut-être utilisé ces paperolles pour le composer. À présent que tout est fini, ce ne sont plus pour moi des paperolles, mais des banderilles. Je m'apprête à quitter la reine pour l'intimité des équarrisseurs. Il disait cela avec le même sourire. De qui sont ces textes? De Renan, de Barrès et de Fichte. Voulez-vous que je vous en donne lecture? Ce sont des extraits de leurs 3 grandes conférences. Qu'est-ce qu'une nation? La terre et les morts. Discours à la nation allemande. Faites donc, dis-je. Il entama une sorte de danse. L'air agité, il lançait sa main sur la table, vers une bande ou vers l'autre, après l'éclair d'un discernement. Il jouait comme une petite fille avec les rubans de sa poupée, et il me fit miroiter ce que sa pensée, chevauchant les paroles mortes et les idées éteintes, voyait faiblement luire par-delà les lieux communs et les non-dits, où les gloires nationales désarmantes de duplicité avaient nourri leur renommée. Au fur et à mesure de sa lecture, il me donnait des papiers. Puis au bout d'un moment, un homme parut qui avait l'air d'un prêtre, mais non d'un jésuite. Il tenait au bout de leur cordon un faisceau de petites médailles qui cliquetaient comme un encensoir. C'était un employé de la bibliothèque. Pourtant, il s'assit et se mit à écouter Benjamin. Celui-ci lui tendit le reste de ses petits papiers avec un air de docilité obséquieuse. Au bout de quelque temps, l'homme partit, paperie sous le bras. Il n'en restait plus sur la table. « C'est Georges Bataille » me dit Benjamin avec un air respectueux. « Il est considéré comme un grand intellectuel. C'est un surréaliste, murmura-t-il avec gourmandise, comme s'il révélait qu'il était un espion. J'ai de vagues bribes de ces citations dans l'esprit, peu importe. Barrès disait que Zola pensait mal parce qu'il était un Vénitien déraciné. Fichte que le peuple allemand était le peuple de l'origine, et Renan que le mensonge et l'erreur avaient bâti les nations et qu'elles étaient une âme, un riche legs de souvenirs. Aussitôt, je lui volai dans les plumes. Il est le pire de tous, celui-là, parce qu'il est le plus lâche et le plus accommodant. Et vous avez vu, mon enfant. Mais il y a quelque chose de pire. Figurez-vous qu'il a écrit ces 2 phrases. Celle-ci, que l'âme des nations est pour moitié faite d'un riche legs de souvenirs, et l'autre, nous avons fait à Dieu un riche écrin de synonymes. Vous vous rendez compte qu'il parle exactement de la même chose? Il vous mitonne ici un brouet, comptant sur le velouté parfait de sa voix pour endormir toute question, stériliser toute âpreté, sucer toute vie comme un bonbon. Je viens de vous livrer un idolâtre, mon père, celui qui, de sa chaude haleine, soufflait dans les oreilles des écoliers de Tréguier que le péché n'existait pas, tout en leur distribuant des prix. C'est exactement cela, monsieur Benjamin, monsieur Benjamin, mais votre mélange de textes me dégoûte, lui aussi, au-delà de Renan. Ah oui, fit-il avec un air assez méprisant pour relancer ma colère. Vous n'avez peut-être pas très bien compris, tout jésuite que vous êtes. Vous m'avez donné un catalogue de raisonnements pontifiants et contradictoires. Vous appelez ça votre dernier chef-d'œuvre, rétorquai-je. J'étais très irrité, il éclata de rire. Je voudrais encore entendre 2 ou 3 répliques de vous, où il ne me sera pas demandé d'intervenir, mon père.
C'est pour creuser un vide que vous juxtaposiez ces textes, seulement un vide? Oui, tout à fait. La nature en a horreur. La plus grande gloire de Dieu en a horreur. À l'époque où les nations sont sur le point de s'entr'égorger à nouveau? Je suis sûr que vous êtes choqués, répondit-il. Vous êtes professionnellement choqués, si je puis me permettre. Que voulez-vous dire? Selon vous, on n'interroge pas les nations, et moins encore les textes qui prétendent les expliquer, parce qu'on n'interroge pas les hommes. On les instruit éventuellement, quoique pas trop. On leur ment, pourquoi pas, mais on ne les interroge pas. Et pourquoi? Parce qu'on n'interroge pas une erreur que tout un chacun connaît pour telle, sans le moindre doute possible. L'erreur des erreurs, la fantasmagorie des fantasmagories. Ce sont des erreurs nécessaires, des erreurs requises. Mon père, je crois que le plus profond enseignement de votre Ignace est celui-là. Il faut collaborer avec les erreurs du monde. Il m'avait scruté et percé à jour. Il eut l'air triste, affligé même, comme s'il était responsable de mon malheur, de ma chute dans une tristesse sans fond qui avait pour motif et pour origine les nations, leurs morts et leurs mensonges. Savez-vous que ma gibecière renferme des trésors nombreux, me dit-il? J'ai vu vos paperies et je les ai trouvés affûtés en leur bout, mais bien molles au milieu. Avez-vous mieux que cela? Beaucoup mieux. Beaucoup plus affûtés, ou beaucoup plus mous, mais beaucoup mieux. Me le montrerez-vous? Si je vous le montre, je n'en suis plus le seul possesseur, vous comprenez? N'avez-vous pas fait, vous aussi, le vœu de pauvreté? Non, la pauvreté a fait vœu de moi, vous avez raison. Alors je vais vous donner mon trésor. Me le prêtez seulement, cela suffira. Non, je vais vous le donner. Il farfouilla dans sa besace, puis... Regardez, mon enfant, voilà, on y arrive. Il sortit un petit carnet. J'ai griffonné là un conte pour les enfants perdus. Je vous le donne. Vous le lirez quand vous m'aurez quitté. Je ne veux pas vous en priver, insistai-je. C'est un tout petit conte un peu biblique, un peu hérétique, un peu fou et un peu sage. Je ne le mérite pas, répondis-je. Le Talmud enseigne, ne vous inquiétez pas, j'en connais 3 lignes. S'il est dit « je n'en suis pas digne », on le reçoit aussitôt. Ce livre est à vous. Il remballa à toute vitesse ses affaires, les fourra dans son cartable informe et se coiffa d'une casquette. « Adieu, mon père, dit-il. Priez pour moi. Je pense que je vais bientôt me rendre à Port-Bou parce qu'il paraît qu'il y a là le bout du monde et de toutes choses. » Son œil brillait étrangement et il ajouta « Il y a la mer, la grande mer. Je vous souhaite une bonne guerre, mon père. » Il partit. L'heure sonna à la petite horloge du bout de la rangée. Je ne bougeai pas. Je me mis à lire le conte. Conte. Un petit homme venait du pays des petits hommes. Il se rendit au pays des grands mots. Ce pays était très malheureux et éploré, car un grand monstre y sévissait. Il avait un grand nom, comme il se doit. Vous avez reconnu Hermann et la succession, etc. Pire, il en changeait. C'est pourquoi il était très difficile de venir à bout de lui. Il s'appelait alors le 19e siècle. Il avait une énorme tête, au bout de laquelle poussait une barbe. Un lorgnon aux vers épais cerclait ses yeux embrumés. Notre petit homme se planta devant le 19e siècle et lui dit « 19e siècle, qu'est-ce que le 19e siècle ?»« Ah !» rugit le 19e siècle. À ce moment, le grand monstre muta. Il s'appela Paix de Westphalie. En leur donnant des ordres avec un fort accent allemand, il enferma dans 2 cages 2 géants qui se nommaient catholicisme et protestantisme. Ils s'étaient tapés très fort l'un sur l'autre et une myriade d'habitants du pays s'étaient retrouvés transformés en pâtés de tête. Paix de Westphalie rugissait « L'État a le monopole de la violence légitime !» Mais sa chevelure était couverte d'une espèce de poux qu'on appelait les rois. Notre monstre les détestait car ils étaient petits, et pour cause ils étaient des hommes, quoiqu'ils eussent un grand nom eux aussi. C'est la raison pour laquelle Paix de Westphalie se mit du vinaigre dans les cheveux, ce qui eut pour effet de tuer les poux. Note de bas de page, bien que la Paix de Westphalie date du XVIIe siècle, elle suit le XIXe siècle, parce qu'elle consacre la naissance des États modernes et qu'il y a des modernités qu'on découvre plus tard, comme celle de Bach, par exemple. Notre petit homme appréciait beaucoup la paix et n'avait rien contre la Westphalie, mais il pensa « Qu'est-ce que la paix a donc à voir avec la violence légitime ?» Il n'était pas de bonne loi de penser au pays des grands mots. Les grands mots font déjà assez de bruit comme ça. Notre petit homme se planta devant Paix de Westphalie et lui dit, car au pays des grands mots, les seules armes du combat total, Totalskrieg en allemand, étaient les grands mots. « Paix de Westphalie. Qu'est-ce que la paix de Westphalie ?»« Ah !» rugit Paix de Westphalie. À ce moment-là, le grand monstre muta. Il se transforma en nation.
tel fut son nom. Chose étrange, le petit homme, qui était fort petit, il mesurait environ 1,22 m, devint encore plus petit, ne fut plus qu'1,02 m. Devenu nation, le grand monstre se revêtit d'une toge bicarrée, où toutes sortes de couleurs qui représentaient les paysages, et toutes sortes de lignes qui représentaient les fleuves, clignotaient. Attirés par tout cela comme des mouches par du miel ou des papillons de nuit par la lumière, les habitants du pays s'écrasaient dans les couleurs et se noyaient dans les lignes. Pour supporter le bruit affreux qu'ils faisaient en mourant, Nation chantait bruyamment des airs qui s'appelaient la Moldao, Finlandia, l'Or du Rhin et même l'île Joyeuse et le beau Danube bleu. Notre petit homme apprécia beaucoup toutes ces mélodies, mais il pensa ceci: quel rapport ont-elles donc avec le costume de Nation? Comme nous l'avons déjà dit, il n'était pas de bonne aloi au pays des grands mots de penser. Les grands mots faisaient déjà assez de bruit comme ça. Notre petit homme se planta devant Nation et lui dit: Nation, qu'est-ce qu'une nation? Ah, rugit Nation. À ce moment, le grand monstre se transforma en histoire. Tel fut son nom. Chose étrange, le petit homme, qui était fort petit, il mesurait environ 1,02 m, devint encore plus petit, il ne fut plus que 82 cm. Devenu histoire, le grand monstre se revêtit d'une ample robe de bure incrustée de morceaux de peau de bête, à moins que ce fût l'inverse, à savoir d'une grande peau de bête incrustée de morceaux de bure. En tout cas, toute la surface du vêtement était parsemée de signes qu'on appelle des runes, je crois bien. Ces signes dégageaient une sorte de gaz, en même temps qu'ils se mettaient à rougir comme des instruments rougis au feu. Les habitants, du moins une vaste part d'entre eux, furent pris de surexcitation, voulurent lire ces runes, et cela donna des poèmes exaltés. Dévorés par l'exaltation, ils se suicidèrent dans les rues en criant « Nous vivrons par nos pères !» Notre petit homme apprécia beaucoup ces grands poèmes, mais il pensa ceci: quel rapport ces poèmes chantés, hier ou aujourd'hui, ont-ils donc avec le costume de l'histoire, qui n'est ni fragile comme un hier, ni imperceptible comme un aujourd'hui, mais qui est un énorme monstre? Comme nous l'avons déjà dit, il n'était pas de bonne aloi au pays des grands mots de penser. Les grands mots faisaient assez de bruit comme ça. Notre petit homme se planta devant Histoire et lui dit: Histoire, qu'est-ce que l'histoire? Ah, rugit Histoire, plus fort qu'il n'avait jamais rugi. Il faut dire qu'il ne pouvait revêtir un de ses costumes précédents. Dans la rage, il les réduisait tous en lambeaux. À ce moment-là, le grand monstre se transforma en langues indo-européennes. Tel fut son nom, quoique d'autres affirment que ce nom était en vérité Indo-Germanische Sprache. Et chose étrange, le petit homme qui était fort petit, il mesurait environ 82 cm, devint encore plus petit. Il fit environ 42 cm. Puis le grand monstre éclata de rire. Lui qui s'était vêtu avec tant de dignité est à présent tout nu, et offrait à chacun obscène, primitif, le spectacle luisant de sa peau et le spectacle ténébreux de ses poils. Les habitants, dévorés par la honte, le désir et le dégoût, dans l'ordre que chacun choisit selon ses orientations, furent tous frappés d'un même mal. Ils commencèrent par ouvrir la bouche, puis voulurent parler, ne le purent, toussèrent, s'étranglèrent, s'écarquillèrent, s'asséchèrent et finalement se desséchèrent, comme des plantes mortes. Le corps de langues indo-européennes, certains disent Indo-Germanische Sprache, avait tué la langue en eux. Comme au pays des grands mots, la vie est seulement dans la langue, ils étaient tous morts. Tous sans presque aucune exception, sinon notre petit homme, qui ne faisait plus que 42 cm. Notre petit homme n'eut pas besoin de penser quoi que ce fût de mauvais aloi au pays des grands mots, il lui suffit de regarder. Notre petit homme se planta devant langues indo-européennes et lui dit: Langues indo-européennes, qu'est-ce qu'une langue indo-européenne? À ce moment-là, la bête furieuse se jeta au sol, voulut ramasser dans le précédent costume qu'elle avait foulé aux pieds un morceau de rune. Elle en trouva une intacte, toujours aussi gazeuse et incandescente. « Je vais te gazer, je vais te brûler !» hurla langues indo-européennes. Mais chose étrange, notre petit homme, qui était fort petit, il mesurait environ 42 cm, devint encore plus petit, il fit environ 42 micromètres. Alors le grand monstre ne le repéra pas, et quoiqu'il ne décoléra pas, il ne put rien faire contre le petit homme. Le grand monstre muta une dernière fois. Il devint un gigantesque cancer, car il était fait de toutes les dépouilles des hommes desséchés qu'il dévorait en ingurgitant leurs fibres toxiques. Le petit homme perça un trou dans le corps cancéreux. Après avoir bouché son nez, il remonta à contre-courant les gras magmas de la lymphe, les caillots gluants des cellules, et tout au fond de ce corps rongé, il découvrit, encore brillant et neuf, un grain de son cœur. Avec ce morceau chaud et étrangement joli, il sortit de l'autre côté, entraîné par le flot. Ce morceau de cœur était une fleur. Cette fleur lui dit son nom. Elle s'appelait un jour. Un jour était son nom.
Sa corolle lui dit son nom, elle s'appelait un homme. Son étamine lui dit son nom, elle s'appelait une pensée. Son pollen lui dit son nom, il s'appelait le nom. Le nom n'était pas un mot, ni un grand nom, car les grands noms ne sont jamais que des grands mots. Au lieu de parler, de crier, de hurler comme les mots du pays des grands mots, le nom nommait, de quelque langue qu'il fût issu, pourvu qu'on le choisît au moment requis. Alors, nommant si bien, il pouvait ressusciter, fût-ce au bout de millénaires, les petites, les grandes plantes, les plantes qu'on appelle les hommes, les plantes plus grandes qu'on appelle les langues, et les plantes tout à fait grandes qu'on appelle les nations. C'était le fin baiser d'un pollen sur leur vaste corps, le baiser d'un prince sur le cou de Blanche-Neige, alors guéri le cancer des nations. Petite note de bas de page, notre petit philosophe allemand avait parmi les premiers montré que le langage humain ne servait pas à communiquer, mais à nommer, et qu'il y avait là une tâche qui avait été initiée par l'Adam biblique, chargé par Dieu de nommer adéquatement ce qu'il fit les animaux. Je reviens au conte. Ainsi, le petit homme avait trouvé dans ce pays de mort de quoi rendre la vie. Il avait été le pistil et l'étamine, ou plutôt le pollen et l'abeille, mais il avait percé un trou, il y avait perdu son dard, donc il y était mort. Telle est la triste et déplorable histoire du petit homme au pays des grands mots. Mais si vous avez bien écouté, vous pourrez dire, telle est la joyeuse histoire du petit homme au pays des grands mots, qui s'appelle le 19e siècle, qui s'appelle le 20e siècle, qui s'appelle le 21e siècle et tous les siècles de l'histoire des nations, depuis leur début et jusque dans leur fin. Elle s'appelle aussi Port-Bout, car il y a des bouts du monde et des bouts de la vie qui sont des morts et autre chose que des morts, ainsi que l'a dit le poète Friedrich Hölderlin, que j'avais tant aimé. Moi, Walter Benjamin, vivre est une mort, et la mort, elle aussi, est une vie. Alors, le pays des grands morts muta et devint le pays des uniques. Il se nomma le pays des noms. Chaque langue en avait quelques-uns. Pour peu qu'on les découvrît, une paix où les bêtes paissent, où les hommes passent, et passants sont devenus leurs noms, pouvait y régner à tout jamais. Quand je finis de lire, je vis que M. Benjamin était resté là, caché derrière moi. Je partis le premier. Je n'eus pas le courage de lui dire quoi que ce fût. En bas de l'escalier, quand je voulus sortir de la Bibliothèque nationale, je croisai ce Georges Bataille. Il me regarda, et je vis apparaître, au coin de sa bouche molle, l'ombre d'un hideux sourire. Note de bas de page. Saura-t-on jamais pourquoi Georges Bataille, auteur de La littérature et le mal, adepte dans son lit conjugal avec sa première épouse, Diane Coutsebois de Beauharnais, de la semaison de quelques lames de rasoir afin de conjoindre les draps et les terreurs, a laissé pourrir les manuscrits de Bataille retrouvés près de 50 ans plus tard dans une armoire de la Bibliothèque nationale. Le mystique du mal a bon dos, mais enfin, sur le port de Marseille en 1940, à André Masson qui s'embarquait pour l'Amérique, il avait dit « Reste, ça va être horrible !» Ceci, sans doute, explique cela. Voilà pour le chapitre. Mes amis, je ne sais pas si vous voulez que je vous lise le suivant. Il est 8h. J'en ai pour un quart d'heure. Est-ce que vous voulez qu'on se le réserve pour la prochaine fois ou est-ce que je continue? Jean-Marc, on continue. Oh, ça bouclera la boucle. Chapitre 5, le sacrifice. 6 janvier 1940, auberge du Lion d'Or, Sion, Valais. Là, il y a des notes, mais je ne les lirai pas. Il nous le dit en plus. Avance, prononça une voix, non celle du général des Jésuites, un murmure grésillant et grumeleux. Ce mot dans cette voix me heurta comme une forte gifle. Aussitôt je me rattrapais comme je pouvais aux branches qui m'avaient soutenu et ligaturé. Me vouant à la croix, j'avais espéré reprendre souffle, oubliant que mon esprit projetait désormais sur lui-même une lucidité si acide qu'elle dévorait tout ce qu'elle rencontrait. Et bien d'accord, il est en train de remonter le couloir vers Hermann, le petit jésuite. Le Golgotha, mont planté sur son mot. Il me paraissait de plus en plus comique et artificiel, de la même façon que je n'avais pu me retenir de sourire dans mon enfance à Kyrie eleison et à Maranatha. Tout comme en cela, mon enfant, m'avait dit d'une voix grêle, le premier de la longue série des curés. D'autres branches avaient été évoquées, couronnement d'épines, bâton de Moïse, mais elles avaient été rabattues sur celle-là, qu'on avait prétendue ultime. Le prêtre me le montrait d'un doigt tremblant, mais je savais bien, moi, qu'il existait un autre bâton quelque part.
ou tout au moins un objet de plus, car la croix de notre Seigneur était, si je puis dire, l'objet de moins. Il y a une note, c'est pas seulement de la méchanceté satanique, il y a une note, c'est pas si méchant que ça en a l'air à l'égard du christianisme, je tiens à le préciser. Soudain, lis la note. Alors je lis la note, quand l'objet de plus enseignait à l'existence un accroissement par-delà ses limites, dans le signe que le bâton faisait au prophétique, ne peut-on dire que la croix enseignait à l'existence son nécessaire amoindrissement. Car cette silhouette farouche de la croix, cette grandeur de l'imitatio Dei qui enseigna de donner sa vie pour ce qu'on aime, ne consiste-t-elle pas à mourir à son corps plutôt qu'à la limite de son intellect? Rien n'est moins arbitraire que la comparaison du bâton et de la croix, lecteur. Rien n'est moins blasphématoire tant il est certain que des théologiens du 1er siècle surent, sur le bout des doigts, les épisodes du bâton de Moïse. Pas plus que de l'intellectualisme du Talmud à l'antitalmudisme de Paul, il n'y avait qui que ce fût qui ignorât le second. Là, restez-en là. Soudain, dans l'ample théâtre des mots de l'Église, où les anges décorent de leurs ailes anormales et banales les longues périodes de l'homélie, j'éprouvais dans l'écho de la voix qui m'avait chuchoté « Avance !» l'espace de l'autre religion. Celle qu'on occulte et pour cause, car elle contient et emboîte les hautes travées de la nef où je me blottissais. J'avais toujours su que le crucifix n'était qu'un ornement, parure d'une espérance humaine, celle de rejoindre le Rédempteur dans le don de soi, pendant qu'un empire fourbissait ses puissances. Plus j'avançais dans le goulot secret, plus il faisait froid. Pourtant, Baudelaire croyait que les souvenirs réchauffent, et il tournoyait dans la nuit où mon corps se mouvait pesamment. Des discours encore et toujours, caressants, de pères dans leurs prêches, cassants, de pères à l'étude, psalmodiants, de pères à l'Eucharistie. Dans les genoux remontait la vieille gêne des agenouillements, cisaillés par la matière. Quelle étrange idée du XVIe siècle que d'enfermer le pardon dans une boîte, le confessionnal. Une réponse du Concile de Trente à Martin Luther pour ménager dans le cirque des églises un espace restreint et prouver qu'on savait pratiquer la rigueur. Benedict mihi pater, quia peccavi. Picavi, on disait, je pense qu'on disait Peccavi. Sitôt entré, la parole se cogne comme une mouche. Ici à la rouge patine vernissée, là à la dentelle de bois de ce moucharabier occidental. À présent, je perçois les bruits de sa construction, la scie et les marteaux, les ahannements du menuisier, les clous qui percent la chair éteinte à demi de l'arbre abattu, la planche balancée en fracas et cahotée dans des carrioles, puis peinte et agitée sur place, sur le grès froid du dallage. Dans ce piège à mots, comme des chenilles visqueuses et collantes, les nausées du péché peinaient à traverser les trous du grillage où se figeait le prêtre. Mon esprit, sans doute l'effet de ce tunnel interminable où l'air manquait, se sentait changer, se muer en une chose. Je devins plus sensible à ces courants que d'ordinaire on ignore, dans ces corps continus et serrés à l'extrême, les matières pleines. Une puissance extraordinaire y œuvrait et me stupéfiait. Là est la vraie origine des guerres qui ont un seul principe, ce qui pousse et ce qui résiste. Le bois, sa nature à la fois vivace et dure, sa matière dont tout est plus que tout, c'est-à-dire la croix et le bâton, avait été fait, concentré en lui-même tous les secrets. Je venais de subir ma révélation. C'est le seul dogme de la vraie religion, celle qui domine. Une croûte terrestre qui résiste et des mots qui la pénètrent à son insu. N'oubliez jamais que derrière les discours, il y a les matérialités. Et que si des matérialités sont subjuguées par des discours, c'est parce que ces discours les dépassent. Puisque c'est une parole, il y a sans doute un homme au bout. Ecce homo. C'est Hermann en l'occurrence. Le dieu de la nouvelle religion, ou de l'autre religion. Je n'avais plus la force d'avancer, j'étais donc arrivé. Oui, par ce couloir secret ménagé dans l'auberge du Lion d'Or, j'étais arrivé à la grotte où croupissait depuis 1000 ans Hermann. Dans cet espace saturé par lui, je subissais la passion de son corps accablé où s'engluaient des lambeaux de vie. Si proche de lui, respirant l'air qu'il exhalait, je pouvais, comme un aveugle, déduire son aspect, son œil rongé et noir, sa main posée sur le bâton et ses mots soufflés comme des scories. Il avait d'autres noms plus bizarres encore que ceux qu'on disait à l'église. Yggdrasil, Irminsul, et toutes ces dénominations faisaient un à présent avec le grand tronc de Gethsémani, le pieu de Golgotha, la lance du Romain et le crucifix de la Sixtine. La plus grande gloire de Dieu, je la vis montant et remontant le pilier de l'histoire,
comme une vision inversée de l'échelle de Jacob. Ombre fabuleuse, ou plutôt halo, qui, piégeant la lumière et l'ombre, gonfle et se tend comme on nage, exactement une méduse aérienne qui passe sans effort des cimes du ciel au gouffre de la terre. À sa queue aussi et dans son ventre, car elle gobe tout, les choses et les foules les plus grasses, les peuples, les empires, des significations prolifères, telles le grand malheur du travail humain ou encore l'interminable décharge du divertissement. C'est le prêche, le sens qui décore la gloire. Tout s'entraîne et se broie dans la chorégraphie souveraine. Des millions d'hommes qui marchent dans le froid des steppes, d'autres sur les eaux entourés de canons hissés sur des barges, d'autres enfin qui s'avancent vers les gaz et les feux pour y mourir tantôt vite, tantôt lentement. Hermann digère ces visions en même temps qu'il les profère. Il les traverse alors qu'elles le visent dans tous les grains de sa peau où se fiche une atroce souffrance, mais le bâton qui l'a piégé le soutient, le gracie, le surélève et l'intronise. La religion, la vraie, celle qui a supplanté toutes les autres, qui n'en étaient que des galops d'essai, existe. La guerre le prouve, et Hermann la maintient pour le plus grand amour des hommes. Je me réveillais dans la salle d'où j'étais parti. Il s'était passé quelque chose dont je ne parvenais plus à me rappeler, sinon qu'il y avait eu un dialogue et un cri. On me giflait pour la 3e fois. « Bienvenue parmi les hommes !» lança le père de Maupoux. Ils étaient tous là, c'était touchant. Je ne les regardais plus de la même façon que tout à l'heure. J'avais envie de dormir, de descendre profondément en moi-même, et de me réveiller quelques jours plus tard, comme les ours ou les marmottes. Mais ils voulaient que je dise quelque chose. « Pourquoi m'avez-vous envoyé » dis-je aux jésuites. « Par curiosité ? Pour comprendre comme toujours ?» Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'ils ne comprendraient rien à travers moi. J'étais un bon géologue, mais je n'étais pas un assez bon jésuite. « Qu'as-tu compris ? Pourquoi voulait-il que tu sois géologue ?» reprit le père de Maupoux. Tandis qu'une colère immense m'envahissait, car ils étaient de mèche et avaient décidé avec Hermann de ma vocation. Soudain, la mémoire me revint et je me rappelais ce qui s'était passé avec Hermann. Je ne vous répondrai pas si je n'ai pas de vous une réponse, une vraie réponse, et non l'artifice habituel. C'est très simple, Fabrizio. Nous t'avons sacrifié. Nous avons hésité. Nous n'avons hésité que parce que nous savions que tu étais juif et que pour cette raison, tu résisterais peut-être au sacrifice. Mais tu nous as eu l'air de comprendre si peu que finalement nous avons tenu ce fait pour négligeable. Pourquoi moi ? Parce que tu es très doué et très intelligent. Sans ces conditions, l'expérience du néant est vaine. Bien, je vous réponds alors. Hermann, j'étais allé très loin en lui, dans la chose horrible qu'est son corps qui parle. Nous sommes tous des choses, mais nous le sommes par lui. Par lui, nous le sommes vraiment. Il n'est question que de manger, me dit la voix horrible et si fragile d'Hermann, celle qui d'ordinaire énonce le prêtre. Tout est cela, une grande digestion. Tout finit par être digéré, sauf l'objet de plus. Peux-tu m'aider à le digérer ? Je demandais s'il posait cette question au savoir d'un géologue. Non, répondit-il, à tous tes savoirs. Pourtant vous reposez sur lui. Tout votre pouvoir et votre vie reposent sur le bâton. Pourquoi vouloir le digérer alors que vous vous reposez sur lui ? Je sentis passer en même temps que la laine atroce de sa maladie un courant d'air secoué d'écho. J'en conclus qu'il riait ou qu'il tremblait. Sans doute m'avait-il percé à jour. « Reviens après la guerre. Il y aura eu tant de morts que tu auras grandi, me dit-il. Alors peut-être tu pourras nous délivrer de lui. » L'immense Hermann, le père et le maître de l'empire des hommes, dont l'existence m'avait été enseignée en un instant dans une matière pleine, mais dont la présence est imperceptible à ceux qui évoluent dans les airs et croient s'y déplacer, m'apparaissait comme une créature bien malheureuse. Il se sentait petit et faible, débile même. Il avait peur, tellement peur de l'objet de plus qu'il avait choisi de vivre une éternité de torture pour le cacher aux hommes et le conjurer de son ombre. Mais cela, je ne racontais pas au père de Maupoux. Les jésuites auraient cessé de s'y intéresser. Comment un être faible peut-il aiguiser l'attention de ceux qui recherchent les puissants ? En revanche, je ne quitterai pas la compagnie de Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce que j'aime ça. Tout de même, en l'absence, ici et maintenant, d'autres hommes, il faut dire qu'ils sont intelligents. Voilà.